Clara Chapaz pour nous avoir rejoint à cette édition de la tribune Tech for Future. Vous l'avez vu, le décor est un peu Star Wars et j'allais dire c'est un peu la guerre des étoiles du numérique qui va nous intéresser au cours de cet entretien que nous allons voir avec vous. Mais avant, grâce à vous, on a une excellente tribune. Dans la tribune, Sylvain, tu vas nous en dire quelques mots parce que c'est quelques bonnes informations que vous allez nous apporter sur une affaire qui agite un peu en ce moment le monde de l'intelligence artificielle. Absolument. Bonjour Clara Chapaz, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors on vient de publier sur la tribune une tribune que vous avez écrite dans laquelle vous parlez de la polémique en cours sur l'IA, c'est-à-dire la génération par des outils d'IA générative d'images qui reprennent les images, enfin le style du studio Ghibli. Et donc dans cette tribune, vous annoncez que vous créez avec votre collègue du gouvernement Rachida Dati une grande concertation où vous mettez autour de la table les acteurs de l'IA et les ayants droit pour justement trouver le juste équilibre sur la question très épineuse des droits d'auteur à l'ère de l'IA. Alors on va parler d'autres sujets bien sûr dans cette interview, mais comme c'est un peu l'actualité, pourquoi du coup c'est cette initiative? Qu'est-ce que vous espérez de cette grande concertation? Bonjour à tous les deux, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. En arrivant, parce que je connais cet événement depuis un petit moment maintenant, je m'étais dit « Ah, on va pas au Grand Rex », mais c'est vrai que là, on a recréé quelque chose d'assez exceptionnel ici, donc très ravie d'être ici. Pourquoi ce qui se passe autour de Studio Ghibli, c'est complètement au cœur du sujet qui va nous occuper ensuite sur cette discussion, qui est celui de la souveraineté technologique et de l'autonomie stratégique numérique. Parce que je pense que tout le monde ici dans la salle a certainement dans les derniers jours joué avec leur application d'IA pour générer ces images. Mais au cœur de ces images qui sont magnifiques parce qu'elles reprennent tous les codes de Miyazaki qui en plus moi personnellement me touchent beaucoup parce que j'ai grandi avec Miyazaki, j'ai appris le japonais pour... comprendre le monde qui nous proposait, donc c'est vraiment quelque chose auquel je suis très sensible. Mais au cœur de ce phénomène qu'on voit sur tous les réseaux, il y a un auteur qui a dit qu'il refusait que ses œuvres soient utilisées pour nourrir des modèles d'intelligence artificielle. Et donc on voit bien à quel point tout ce qui nous occupe dans le fait de pouvoir créer des technologies performantes, transformantes, comme l'intelligence artificielle bien sûr, mais les créer fidèles à nos valeurs est quelque chose qu'on va ressentir et qu'on ressent de plein fouet dans cet exemple-là, parce qu'il est très parlant, mais qu'on va ressentir dans le monde qui nous occupe bien plus fort qu'auparavant avec le contexte international qu'on connaît. Et la raison et la façon dont on veut répondre à cette question pour l'IA, la question du droit d'auteur, c'est de répondre avec nos valeurs françaises et c'est de dire on a le potentiel devant nous grâce au talent qu'on a en intelligence artificielle d'avoir des modèles des plus performants au monde et ces modèles sont d'autant plus importants qu'ils portent en eux un pouvoir de compétitivité, de productivité, de rattrapage économique dans le numérique, alors qu'on sait que ça fait quand même un petit moment qu'on court un peu derrière. Mais ils portent en eux bien plus que ça. Ils portent en eux aussi quelle est la vision du monde que l'on veut porter avec ces technologies. Et la France et le président de la République le rappelaient au moment du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, a une autre force à la technologie, mais a une autre force absolument critique dans son histoire, dans sa culture, c'est le patrimoine culturel. Et donc l'importance d'arriver à se faire parler ces deux mondes, d'arriver à remettre cette question du droit d'auteur dans la question de l'intelligence artificielle, sans antagoniser les positions, d'un côté les innovateurs et de l'autre les artistes, est fondamentale parce que si les auteurs n'y trouvent pas leur compte, on a la polémique qu'on a aujourd'hui, mais si les innovateurs n'y trouvent pas leur compte et qu'ils n'arrivent donc pas à innover parce qu'on a des contraintes qui les ralentiraient, on n'a pas d'intelligence artificielle européenne. Et donc finalement, on n'a pas d'intelligence artificielle qui porte nos valeurs. Et donc c'est une question très complexe. Il faut trouver cet équilibre parce qu'au fond, c'est un vrai choix politique qu'on doit faire dans le développement de cette technologie derrière. Et la consultation qu'on lance avec Rachida Dati, elle vise à faire ça, à accélérer notre souveraineté technologique avec nos valeurs. Et comment trouver un nouvel équilibre alors que dans le droit d'auteur, il y a droit, il y a les droits voisins aussi, un sujet que la presse connaît bien, que vous connaissez bien.
est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas simplement en train de se faire avoir? Il y a le nouveau livre de Giuliano d'Ampoli, qui est interviewé dans la Tribune dimanche dernier, qui parle des nouveaux prédateurs, et il inclut dans ces nouveaux prédateurs ce monde de la big tech américaine, qui quelque part prend le pouvoir à Washington. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à trouver cet équilibre? Est-ce que vous avez une piste à nous proposer? Oui, je pense que la première question et le monde et le contexte géopolitique que vous soulignez, qui est un peu turbulent, on va pas le cacher, en fait nous donne une première piste de réponse, c'est déjà la prise de conscience. La prise de conscience que toute notre infrastructure numérique, et je crois qu'on y reviendra, repose aujourd'hui sur beaucoup de dépendances, et l'IA et le droit d'auteur en est l'exemple le plus poignant, mais que derrière ces technologies, il y a une vision du monde et en effet une certaine domination économique sur laquelle on ne peut plus être... Je ne sais pas si je me permets d'utiliser le mot de naïveté, mais je pense qu'il y a eu un peu de ça dans les 15-20 dernières années, de dépenser, qu'on soit les administrations, les entreprises, pour s'équiper de solutions technologiques desquelles aujourd'hui on est très dépendant, qui ont permis un poids économique qui aujourd'hui en plus se retrouve dans le politique dans une certaine partie du monde, qui nous crée dans une situation de dépendance. Et donc la première réponse, c'est de se dire, ok, maintenant, et le président de la République porte ce concept d'autonomie stratégique depuis 2017, maintenant que le contexte actuel est celui qu'il est, ce concept-là est d'autant plus important et il est temps d'agir pour se désensibiliser, pour faire monter nos géants du numérique, nous aussi, parce qu'ils porteront nos valeurs, en plus de ce poids économique dont on a plus que jamais besoin en Europe. Alors justement, vous avez mentionné à la fois une prise de conscience et aussi une réalité des dépendances économiques vis-à-vis de la tech américaine. Et c'est ce paradoxe qui est au cœur de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que les entreprises ont conscience de leur dépendance, mais en même temps, elles font des choix, elles continuent à refaire des choix, à choisir des fournisseurs, notamment de cloud américains. On a vu même des organismes publics comme Polytechnique, comme le ministère de l'Éducation nationale, qui ont choisi, il y a quelques semaines à peine, dans ce nouveau contexte-là, de faire appel à Microsoft pour héberger leur cloud. Donc il y a ce paradoxe. Est-ce que le temps est enfin venu d'avoir vraiment des mesures plus coercitives pour les acteurs économiques, par exemple un Small Business Act, qui est quelque chose qu'on débat depuis des années, qui n'arrive jamais? Est-ce que le temps est enfin venu d'avoir ce genre de mesures? La question du cloud, je me permets de faire une petite minute là-dessus pour expliquer aussi un peu ce qui s'est passé, que ce soit l'école polytechnique ou l'école... le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est aussi un très bon exemple parce que la réalité concrète aujourd'hui, et je ne sais pas combien d'entre vous sont patrons d'entreprise dans la salle, c'est que 80% des dépenses cloud européennes vont vers des acteurs non européens. C'est factuel. Et donc on voit bien la dépendance qu'on a créée à ces acteurs. Et je vais un peu plus loin que ça. En fait, dans les contrats dont vous parlez, c'était des renouvellements de contrats cadres où une grosse partie du contrat allait même sur des solutions bureautiques, les mails, les logiciels que vous utilisez tous les jours pour travailler. La partie cloud était en fait assez minime dans ces contrats-là. Et donc, on a, depuis la circulaire de, à l'époque, Première ministre Elisabeth Borne, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, renforcé ce qu'on appelle notre doctrine de dire, en France, et c'est une position qu'on pousse énormément au niveau européen, et les choses changent, les choses bougent avec le contexte géopolitique actuel, et c'est une bonne chose. En France, on a décidé que, sur le cloud, quand on avait des données sensibles, il fallait que les données sensibles des Français soient stockées dans des solutions européenne souveraine sécurisée avec une certification qui permet d'assurer ce niveau de protection des données. Et on l'a fait parce que c'est une question de protection de souveraineté des données, mais on l'a fait aussi parce que, et c'est là où la politique, elle doit absolument marcher sur deux jambes, parce que ça permet aussi de faire monter l'écosystème industriel européen pour qu'il déploie ce type de solution qui répond à nos exigences. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises, européennes qui travaillent sur ce niveau de certification. Je crois qu'il y aura un certain nombre d'annonces d'ailleurs cette semaine sur cette question-là. Et c'est absolument important parce que si on veut se désensibiliser, il faut aussi qu'on ait des alternatives vers lesquelles se tourner. Et la politique du cloud, ça a été ça depuis maintenant quelques années, de dire on met le niveau d'exigence, on renforce
la façon dont les administrations se saisissent du sujet. Donc déjà, ils migrent vers le cloud, mais en plus, ils migrent avec un certain niveau d'exigence. Mais surtout, on soutient l'écosystème industriel pour que l'écosystème industriel puisse développer des solutions qui répondent à ce besoin de marché. Mais ça, il faut en être conscient. On peut le faire au niveau français, c'est très bien, et on le fait, on le fera et on continuera à le pousser. Mais si on veut un véritable marché du cloud européen qui peut rivaliser avec ses acteurs, c'est bien sûr un sujet européen. Et la France aussi a tenu une position très ferme sur cette question du cloud notamment, que je continue à porter avec mes homologues. Et le contexte actuel géopolitique nous permet de rouvrir cette question et de se dire comment on accélère pour avoir des niveaux d'exigence en termes d'infrastructures numériques souveraines et pour avoir surtout les offres de marché qui correspondent à ce niveau d'exigence en européen. Et alors, Clara Chapaz, demain, les droits de douane vont s'appliquer, probablement, on attend l'oukase, si j'ose dire, du président Trump pour savoir si on va avoir des droits de douane appliqués partout, notamment sur nos produits. Et donc on s'interroge sur la riposte. Quelle riposte pourra prendre l'Europe ? Quand on regarde la réalité des chiffres, oui, il y a un déficit de la balance des biens en défaveur des États-Unis, donc on est sur la liste des mauvais élèves de son point de vue, il peut avoir ses raisons, mais on est en train d'en parler du point de vue de la balance des services, et notamment numérique. On est une colonie numérique, comme certains le disent, des États-Unis, pour toutes les raisons que vous avez déjà un peu expliquées. Est-ce qu'on peut prendre sérieusement, à l'échelle de l'Europe, des mesures de riposte, c'est pas forcément de guerre commerciale, mais juste pour montrer les muscles, parce que je crois que c'est l'expression qu'a employé le Premier ministre récemment, montrer les muscles aux Américains, parce que si on affiche à 500 millions de consommateurs européens notre force et notre fermeté, peut-être qu'on sera plus crédible et entendu. Je ne commenterai pas sur la stratégie de l'Union européenne en ce moment, parce que vous l'avez dit, on est la veille de potentiellement certaines annonces. Mais ce qui est intéressant, je crois, dans votre question, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est aujourd'hui, l'Europe est dans une position de force. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Les entreprises dont on parlait, les fameuses GAFAM, elles réalisent peu ou prou entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires en Europe. C'est énorme. Je veux dire, c'est très conséquent pour ces entreprises, le marché européen. Et on a peut-être un peu tendance à oublier dans toutes ces discussions que nous sommes 450 millions d'utilisateurs potentiels de ces services. Et donc, l'équilibre, et en effet, si on ajoute les services dans la balance commerciale, peu ou prou, on parle de 300-400 milliards autour de ces services qui sont dépensés dans les solutions américaines. Donc, l'équilibre qui doit être trouvé en repensant à ça, c'est-à-dire que nous sommes 450 millions de personnes, nous avons aujourd'hui, nous sommes un marché pour un certain nombre de ces solutions, et donc nous sommes en position de force. Et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, que ça soit sur la question des tarifs dont vous parlez, mais que ça soit sur la question du numérique tout court. On va certainement parler un peu de régulation. Bien sûr, tout ce qu'on peut faire pour simplifier l'environnement administratif de nos entreprises, pour ne pas les ralentir dans la façon dont on veut innover, pour ne pas perdre en productivité. Il faut le faire. Mais dans ces discussions qu'on entend beaucoup de l'Europe régule, il ne faut pas être complètement naïf, encore une fois, sur le fait que ce discours-là est très orienté. Quand je préparais le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, je me suis retrouvée personnellement avec des gens très haut placés dans un certain nombre de grandes entreprises qui disaient très franchement que payer des amendes, ça les embêtait un peu. Et que du coup, la régulation européenne, ils en avaient un peu marre d'en entendre parler. Et ça veut dire que c'est un élément du rapport de force, ces régulations aujourd'hui ? Parce que les GAFAM, au travers de Vance, le fameux discours qu'on a entendu au Grand Palais, c'est déréguler et laissez-nous rentrer chez vous comme si c'était chez nous, quoi. Et nous, on leur oppose effectivement un certain nombre de règles qui correspondent, vous l'avez dit au tout début, à des valeurs aussi européennes, le RGPD, le droit d'auteur. Est-ce que c'est une arme qu'on peut mettre en face des Américains qui peut leur faire peur ? Est-ce qu'il faut qu'on tienne bon sur ces régulations ?
vous avez parlé d'un certain nombre de règles, la compétitivité, le fait que, moi, fondamentalement, je suis persuadée que l'innovation se crée dans les plus petites structures, plus agiles, et donc que le fait qu'il y ait des... Mais je veux dire, ça c'est vrai depuis la nuit des temps, et les États-Unis d'ailleurs ont toujours eu des positions très fortes sur cette question-là dans leur histoire industrielle, mais le fait qu'on puisse laisser des petits acteurs rentrer sur le marché, apporter l'innovation dont on a besoin, toute la régulation européenne, elle dit ça, elle dit... le fait que quand on est une plateforme, on est responsable du contenu illicite qu'il y a sur notre plateforme. Elle dit, je veux dire, des choses pas complètement dingues, qui sont assez alignées en effet avec nos valeurs, et qui ont d'ailleurs été votées toujours de manière transpartisane en Europe. Ça montre bien qu'il y avait un consensus. Je crois qu'aujourd'hui, et je sais que c'est difficile d'avoir de la nuance dans le débat public, mais il faut sortir un peu du côté tout blanc, tout noir, la régulation c'est mal. L'objectif de la régulation européenne, qui est de moins de fragmentation, de la même façon que quand on importe une voiture en France, elle roule à droite, et dans d'autres pays du monde, elle roule à gauche. Quand je suis importateur de voitures et que je veux commercialiser en France, je mets le volant au bon endroit. Qu'on puisse se dire la même chose que quand je suis responsable d'une plateforme, les contenus illicites en France le sont aussi en ligne, et j'en suis responsable en tant que plateforme, c'est une bonne chose. Et donc, par contre, c'est là où ça devient toujours un peu intéressant, c'est la manière dont on applique cette régulation, c'est pas l'objectif en soi, c'est la manière dont on l'applique qui, oui, doit être simplifiée. D'ailleurs, au niveau européen, on travaille sur un paquet de simplifications pour les régulations du numérique parce qu'elles sont assez nombreuses. J'ai moi-même été dans le monde de l'entreprise côté numérique, j'ai dû passer un certain nombre de textes, je connais les difficultés des entreprises, mais il ne faut pas tout mélanger et se laisser tenter par ces sirènes qui, encore une fois, sont orientées avec un objectif économique aussi derrière. Alors justement, vous mentionnez l'empilement des régulations. Il y a aujourd'hui 70 régulations européennes sur le numérique qui touchent le secteur du numérique. Ça fait beaucoup pour les entreprises, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Comment on peut aider les entreprises? C'est leur principal reproche vis-à-vis de la régulation. Elles sont d'accord sur les valeurs, mais elles estiment que l'empilement des régulations est néfaste pour leur business. Comment est-ce qu'on peut aider à mieux gérer cet empilement de régulation? Et d'autant plus qu'une nouvelle régulation est en train d'arriver sur la cyber, avec NIS 2 notamment, qui est en train d'être transposée dans la loi française. NIS 2, c'est une régulation qui touche 15 000 entreprises, alors que NIS 1 touchait 300 acteurs d'importance vitale. Du coup, tout d'un coup, on a un spectre encore plus large, notamment sur la cyber, qui s'ajoute au spectre sur la data, etc. Donc comment est-ce qu'on aide les entreprises à y voir plus clair là-dessus? J'entends cette question. Je passe moi-même beaucoup de temps avec les entreprises. J'ai passé 10 ans dans le monde de l'entreprise, dans des petites structures, donc le poids de la contrainte réglementaire, je le connais très bien. Et c'est un peu la suite de la discussion qu'on a eue, mais qu'est-ce qu'on essaie de construire en tant que... Je prends un tout petit peu de hauteur, puis après je réponds très concrètement au point qui vient d'être posé. Qu'est-ce qu'on essaye de construire en tant que projet européen? On essaye de dire, quand on est une entreprise, on a accès à un marché de 27 pays, de façon unifiée, harmonisée, avec les mêmes règles, et donc de créer finalement pour les entreprises plus de débouchés. C'est l'objectif. J'entends bien que parfois dans l'exécution c'est pas tout à fait le cas, et donc sur le texte dont on parlait que je porte moi-même, bien sûr on sera très attentif à ce qu'il n'y ait aucune surtransposition et qu'on ne crée pas de poids pour les entreprises. Mais ça c'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est de dire dans cet espace commun, il y a certaines règles, des règles pour, comme on le disait, assurer la compétitivité et ne pas avoir d'abus de position dominante, des règles sur la protection de nos valeurs, du respect du débat démocratique pour les entreprises du numérique qui ont pris une certaine place, des règles X ou Y. On pose le cadre. Pareil, après comment on l'implémente, on doit faire attention à ne pas ralentir l'innovation. Et ensuite, le troisième point, c'est marché commun, règles communes, fidèles à nos valeurs, mais projet économique industriel commun aussi. Et c'est là où je pense la réponse pour les entreprises doit venir et doit être beaucoup plus forte que ce que ça ne l'a été dans les 15 dernières années. C'est d'utiliser davantage la régulation, la simplifier pour qu'elle soit fidèle aux objectifs, mais sans créer de contraintes, et l'utiliser davantage aussi pour accélérer cette histoire de désensibilisation dont on parlait, c'est-à-dire, par exemple, sur la question de la cyber, en européen, au dernier conseil, on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut labelliser des solutions européennes, de sorte à ce que les 15 000 entités que vous avez mentionnées qui auront, parce qu'elles sont des entités critiques à notre nation, des hôpitaux, des entreprises de gestion de déchets ou de l'eau, des entreprises de gestion de l'énergie, et donc elles ont un rôle dans la société, elles auront des obligations, faire en sorte que ces obligations nourrissent le marché européen.
Et là, je pense que le président de la République, encore une fois, en parle depuis un certain temps. Ursula von der Leyen, au moment du sommet pour l'action sur l'IA, a dit qu'on a enclenché cette démarche de réflexion de préférence européenne. Et c'est une bonne chose. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut que tout le monde n'utilise que des solutions européennes pour absolument tout. Je suis bien consciente d'un certain retard technologique qu'on a sur certaines verticales. Mais à performance égale, la cyber, c'est un très bon exemple. L'IA, bien sûr. Qu'une administration, qu'une entreprise se tourne vers une solution européenne pour s'équiper, ça me paraît être le b.a.-ba de la politique industrielle qu'on doit mener en européen. Est-ce qu'un Buy European Act, d'abord en France, pour faire effet d'impulsion en Europe, serait envisageable pour vous? Alors, dans le projet de loi de simplification actuel, on a fait ce qu'on pouvait au niveau national pour remonter les seuils de commandes sans appel d'offres pour les acteurs de l'innovation, c'est de 100 000 à 140 000, pour dédier une partie des marchés publics à ces acteurs de l'innovation. Donc c'est tout à fait dans cette logique-là. Après, il faut qu'on aille plus loin. Dans le secteur de la défense, l'Europe se mobilise en ce sens. Dans le secteur de la cyber, il y a des discussions en cours. Mais oui, il faut qu'on étudie toutes les pistes possibles pour pouvoir favoriser notre écosystème industriel par la commande, notamment. La subvention, c'est très bien, mais je pense que toutes les entreprises dans cette salle le diront et le rediront. Un contrat, c'est mieux qu'une subvention. Et ça, je pense que ça doit devenir la logique. Et il y a le normatif, ce qu'on peut faire dans la loi. Mais j'appelle aussi à une responsabilité un peu collective, parce qu'il y a ce qu'on peut faire dans la loi et ce qu'on peut faire tout seul en tant que patron d'entreprise. J'avais porté, quand j'étais directrice de la French Tech, une initiative que je crois que vous connaissez bien, qui s'appelle « Je choisis la French Tech ». Ça n'a jamais pris plus de sens aujourd'hui, quand on est un patron, de se tourner vers une solution européenne. Et ça, c'est une responsabilité collective. J'ai organisé la semaine dernière un dîner entre des patrons du CAC 40 et du Next 40. Et les discussions qu'ont eu cette audience entre elles, de dire, mais en fait, quand vous êtes patron du CAC 40, que vous voulez faire de l'intelligence artificielle ou de la cyber, et que vous vous tournez vers une boîte américaine, alors qu'il y a une boîte européenne qui a une performance égale, des produits tout à fait performants, bah en fait, on marche un petit peu sur la tête, quoi. Parce que le projet industriel européen, le projet que je crois qu'on doit tous défendre, gouvernement, entreprise, citoyens, c'est celui de penser de bout en bout comment est-ce qu'on fait monter notre écosystème d'innovation, et on a tous une petite part de responsabilité. Donc un peu plus de patriotisme économique du CAC 40 ne ferait pas de mal. Mais tout à fait, et je crois que ce basculement... Sachant qu'ils sont dans un marché international avec des actionnaires souvent qui ne sont pas que français, donc sont-ils encore si patriotes? Mais je crois que oui, je crois que ce basculement, il est vraiment en cours. Et d'ailleurs, quelqu'un disait dans ce même échange quelque chose d'assez juste, disait, si je suis honnête, c'est vrai que souvent, en tant que Français, on a tendance à être un peu plus dur dans la façon dont on va juger une entreprise française. Donc il y a encore un peu ce truc de se dire, bon, bah, si tout le monde prend la solution internationale, c'est que c'est la bonne solution. Et ça, je pense qu'on peut le changer, avec un peu de volonté, avec un peu Un témoignage qu'on entendait ce matin assez intéressant d'une jeune start-up disait, avec un grand groupe qui travaille dans l'énergie, que je ne citerai pas, mais qui a été cité ce matin, en l'occurrence Total, il avait un peu de mal à percer sur un certain nombre de contrats. C'est-à-dire qu'on le laissait faire jusqu'à ce que le groupe en question se dise « mais je peux le faire moi-même finalement ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie difficulté culturelle à faire de l'innovation ouverte, comme on appelle, de l'open innovation, et faire confiance aux startups. Vous constatez ça encore aujourd'hui? C'est un problème culturel? Moi, je fais confiance dans le fait que dans le moment qu'on traverse, je pense qu'il y a une obligation, je dirais, de la société entière de se poser cette question, que plus que jamais ce débat de l'autonomie stratégique dans le numérique est d'actualité, et que je pense qu'on est en train d'enclencher quelque chose, tous ensemble, pouvoir public, avec différents types de règles dont on parlait, la commande publique que j'ai mentionnée auparavant, avec cette démarche que peuvent avoir les entreprises pour travailler ensemble, en fait, à créer un projet politique industriel commun, parce que on touche du doigt que ce n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un enjeu fondamentalement démocratique et citoyen. Et je crois que dans ces moments-là, on a toujours su réagir en européen. Et moi, je suis très fière d'être européenne, en fait, parce qu'on a quelque chose, un projet qu'on porte, qui est un projet qui doit s'exprimer au travers de l'économie, mais qui est bien plus large que ça.
et qu'on est tous... À condition de ne pas le faire de façon bisounours, si vous me permettez l'expression. C'est souvent ce qu'on nous reproche, c'est d'être un peu trop tendre et se laisser tondre en contrepartie. Alors, je me permets de rebondir aussi sur le sommet IA dont on a peu parlé encore aujourd'hui. Lors de ce sommet, ça a été en Choose France de l'IA un petit peu. On a eu 109 milliards d'annonces d'investissement dans des data centers en France, qui fait de la France une data center nation un petit peu. On voit aussi que c'est des investissements étrangers qui vont servir aussi pas mal à faire tourner des IA étrangères. Quelle est la cohérence stratégique pour la France de devenir une data center nation? Comment est-ce qu'on peut bénéficier d'avoir ces investissements-là pour faire bénéficier l'IA européenne? Mais pourquoi c'est une bonne chose d'arriver à attirer ces investissements? Déjà parce que ça nous rappelle quand même que la France a des atouts majeurs dans l'IA, les talents. 14 médailles Field en maths, on retrouve des directeurs de labos d'IA français dans le monde entier, enfin, vous connaissez ça par cœur. On a parmi les plus belles entreprises d'IA dans notre pays. Et puis on a l'énergie stable, bas carbone, décarbonée grâce au nucléaire qui permet quelque chose de très simple, c'est d'avoir accès à une capacité de calcul dont ces modèles ont besoin pour se développer. On parlait tout à l'heure de la polémique sur le studio Ghibli. Vous aurez remarqué que le propriétaire de l'application d'IA en question a appelé les consommateurs à moins jouer avec l'application parce que ça consommait trop et que c'était pas en mesure de répondre à la demande. Et bien, ça tombe bien, en France, on a cette énergie qui nous permet de créer cette capacité de calcul dont on a besoin pour nos chercheurs, pour nos entreprises, et c'est une bonne chose. Et le fait qu'aujourd'hui, on arrive à attirer des capitaux parce qu'on a eu un projet d'attractivité économique qui a placé la France au centre de cette stratégie. Je veux dire, les 109 milliards, ils viennent chez nous, en France. Ils ne vont pas dans d'autres pays du monde parce que on a su créer cette crédibilité, on a su les attirer. Ça nous permet de continuer à développer une intelligence artificielle européenne dont on a absolument besoin, comme on le disait en introduction, ça me permet de reboucler pour rester fidèle à nos valeurs. Et je finirai là-dessus. Je trouve que ce qu'on a très bien fait dans le sommet pour l'action sur l'IA, c'est qu'on a réussi justement à rassembler les petites entreprises, les grandes entreprises, les administrations. Quand France Travail travaille avec Mistral, ils le font parce que Mistral a les solutions les plus performantes du marché, pas pour faire plaisir à Mistral. Et on a montré ça. Et en plus, on l'a fait de façon très collective, où je crois qu'on a réussi à embarquer les Françaises, les Français dans ce projet d'intelligence artificielle, aussi grâce à vous d'ailleurs, les médias, qui ont, je crois, vraiment joué le jeu de montrer qu'on avait des raisons d'être fiers, de se réjouir, on avait une vision de là où on voulait aller, et donc il fallait qu'on avance tous ensemble pour porter cette vision. Et donc ce qu'on a fait avec l'IA, moi mon souhait c'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où cette question de l'autonomie stratégique du numérique, elle est fondamentale, on puisse avoir la même démarche sur toutes les technologies du numérique sur lesquelles on a des atouts, sur lesquelles on sera là pour soutenir les entreprises et sur lesquelles je crois qu'on peut progressivement, pas à pas, se désensibiliser pour créer une nouvelle puissance économique dont on a fondamentalement besoin. Question courte, combien de sites sont mobilisés à date et est-ce que lors du sommet Choose France, qui sera un peu de Choose France IA cette année, on va avoir des annonces en matière de data center? Bien sûr, le sommet de Choose France, ça sera l'occasion de faire le point sur un peu tout ça, tout ce qui a été annoncé au moment du sommet, et puis vous verrez un peu la suite aussi à ce moment-là, comme toujours. Si vous deviez résumer votre parcours ministériel par une ambition, ça serait quoi? Ça sera le mot de la fin. C'est la question de philosophie du baccalauréat, Madame la Ministre. J'y suis. Comment devoir repasser le permis tous les 15 ans maintenant? Mais non, mais c'est exactement la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que je suis convaincue que la technologie, c'est ce qui fait notre force, parce qu'on peut à la fois, grâce à la technologie, porter une capacité de progrès économique fondamentale. L'IA, je pense, est le plus bel exemple de ça, mais le faire avec nos valeurs. Et quand je vois, encore cette semaine ou la semaine dernière, des fondateurs de start-up françaises qui mettent un drapeau européen dans l'entrée de leur bureau, je crois qu'on touche du doigt quelque chose de très fort. Donc il y a un vrai réveil, quoi, c'est ça. Si je peux permettre de européen. contribuer à ce réveil, à cette action, à cette politique industrielle du numérique européenne, je crois que j'aurai réussi ma mission. Merci beaucoup, Merci Clara beaucoup. Chapaz.